Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du cours sur la gestion de classe qui va partir des recherches scientifiques et vous verrez c'est très instructif par rapport à ce que l'on sait de la gestion de classe pour aller vers la partie pratique en classe. Sur quel item faut-il porter son attention quant à la gestion de classe. Donc là j'aborderai des items généraux. Et bien entendu, je ferai une petite vidéo beaucoup plus pratico-pratique avec des trucs et astuces pour bien gérer une classe de maternelle. Donc, petite introduction, la particularité de la gestion de classe maternelle par rapport à une classe élémentaire réside dans le fait que la tradition veut que l'enseignant alterne les moments collectifs, comme le regroupement, qui vise différentes activités, des chants, des comptines, des rituels, une lecture d'album, et le travail en groupe avec les ateliers, par exemple. L'enseignant débutant en maternelle est souvent confronté à la gestion d'une pédagogie de groupe, même si parfois ces groupes s'affairent à la même tâche. De plus, les classes multisections sont beaucoup plus nombreuses qu'en élémentaire et requièrent une différenciation des contenus au regard des programmes, mais surtout au regard de l'âge des élèves, puisque quelques mois d'écart se révèlent très importants. Première partie, la gestion de classe des enseignants novices. Que disent les recherches scientifiques? Et là, ça touche l'ensemble de l'école primaire, donc maternelle, élémentaire. La gestion de classe, elle intéresse les chercheurs depuis longtemps parce qu'elle fait partie du quotidien des enseignants et elle prend beaucoup de temps. Donc les recherches les plus importantes dans ce domaine semblent avoir été menées par Weinmann en 1984 parce qu'il a étudié les difficultés des enseignants débutants entre 1960 et 1983 dans des écoles primaires et secondaires de 9 pays différents. Il a donc fait ce qu'on appelle des recherches longitudinales. Ensuite, il a poursuivi ses recherches dans 13 pays, dont les résultats nous sont parvenus à partir de 1987, et il a obtenu les mêmes résultats. Donc ces résultats, ils sont très importants pour nous, parce qu'ils montrent que les difficultés des enseignants sont similaires. Ça porte surtout sur la gestion de classe, la discipline et la motivation des élèves. Ça veut dire aussi que quel que soit le pays et quel que soit le système éducatif en place, les enseignants, et notamment les enseignants débutants, sont toujours confrontés à la gestion de classe. Donc vous voyez, c'est un item, on va dire, international. Doyle, en 1986, définit la gestion de classe comme l'ensemble des pratiques éducatives d'un enseignant afin d'installer et de préserver dans sa classe des modalités qui vont permettre son enseignement et l'apprentissage des élèves. Alors c'est une définition que je trouve très précise parce que c'est un ensemble de pratiques éducatives, donc il faut lister plein de petits domaines qui vont être importants mis ensemble. Bien entendu, il insiste sur le fait d'installer ces pratiques éducatives, mais aussi de les préserver dans le temps. Et c'est là la difficulté pour un enseignant débutant qui va réussir à gérer sa classe un petit moment, puis ensuite pour un événement qui va survenir, il va perdre sa gestion de classe. Donc il faut aussi que ça permette l'enseignement du professeur des écoles, mais aussi que les élèves apprennent, évidemment. Donc l'influence la plus grande de la part d'une variable sur la réussite des élèves, ce serait une bonne gestion du temps. Je peux vous donner un exemple, une séance de lecture où le temps de découper les étiquettes de lecture au CP prendrait la majorité du temps. Donc c'est ce qui va différencier deux classes qui ont l'air de faire la même activité, mais où l'efficacité dans les apprentissages sera complètement différente si par exemple on a anticipé le découpage des étiquettes, ou en tout cas on l'a réduit par rapport au temps réel de travail en lecture. Kagan, en 1992, a développé 2 stades successifs concernant les enseignants débutants. Alors ça amuse toujours mes étudiants quand je leur parle de ça. Donc le premier stade, c'est le stade de l'idéalisation du métier, où c'est la préparation du contenu des cours qui est le plus important. Alors c'est souvent l'idéalisation du métier à partir du moment où on a le concours, c'est souvent là qu'on est très heureux, très content, on va se donner à fond, etc.
Et le deuxième stade, c'est ce qu'il appelle le stade de survie, c'est-à-dire le stade pendant lequel on peut remettre en cause son efficacité professionnelle. Donc l'auteur, il explique également le fait que ces deux étapes sont caractérisées par une évolution de la gestion de classe. Donc, lors du stade de l'idéalisation du métier, la gestion de classe n'a pas tellement de place parce qu'un enseignant débutant pense que la quantité de travail et puis les bonnes relations aux élèves vont être suffisantes pour enseigner au quotidien. Bien entendu, c'est très important aussi parce que quand vous êtes évalué sur votre pratique de classe, le fait d'avoir bien préparé vos séances, etc., ça va compenser les difficultés dans la gestion de classe. Donc peu après les premières expériences de la réalité de l'enseignement, les enseignants débutants compensent ce choc par une certaine forme d'autorité qui est analysée comme étant un premier pas vers la nécessité d'accorder de l'importance à la gestion de classe. Donc contrairement aux enseignants chevronnés qui ont de l'expérience, les enseignants novices ont beaucoup de difficultés à maintenir la gestion de classe et à poursuivre en même temps les apprentissages. Je vous renvoie aux travaux de Reynolds en 1992. Donc par exemple, un enseignant débutant, il va sermonner un élève qui a fait des bêtises, etc. pendant quelques minutes, voire à des intervalles réguliers, et en même temps, il abandonne son enseignement et donc tous les autres élèves, et c'est là que ça peut déraper. Un enseignant chevronné va parler à l'enfant qu'il doit sermonner, mais en même temps continue sa séance, et donc il ne le regarde pas tout à fait pour garder le contrôle sur les autres élèves. C'est ce que Kagan appelle le manque d'automatisation des patrons d'action. Alors, Kagan, en 1992, il définit les patrons d'action comme des structures complexifiées de connaissances qui aident à identifier le comportement des élèves et à les gérer. Donc, les enseignants qui ont de l'expérience, ils gèrent les apprentissages sur le long terme et sont capables de modifier ce qu'ils ont prévu de réaliser, alors que les enseignants débutants, ils sont plutôt dans l'urgence du court terme et ont des difficultés pour changer ce qui figure dans les préparations de cours, de séances, d'autant qu'ils ont passé beaucoup de temps à les élaborer. Ça a été remarqué par Tochon en 1990. Alors Kagan, 1992, pense également que les enseignants débutants doivent accomplir 3 tâches principales au cours de leurs premières années d'enseignement: acquérir de nouvelles connaissances, ensuite les utiliser afin de se reconstruire une image personnelle en tant qu'enseignant, et puis développer ces fameux patrons d'action standards qui vont intégrer la gestion de classe aux différents contenus disciplinaires. Le Plat, en 1997, affirme que le débutant intervient de 2 manières dans l'activité. Il essaie de répondre aux besoins de la tâche en fonction des représentations qu'il en a, donc elle peut être fausse ou peu nombreuse, et en même temps il aspire à se construire sa propre identité, c'est-à-dire être reconnu en tant qu'enseignant. La réussite des premières années conditionne la place que vont prendre les préoccupations quant au métier, d'où la notion de survie qui est développée et qui peut occuper plus ou moins de place et engendrer plus ou moins de souffrance. Le modèle de Nolte, 1998, bien que renvoyant aux particularités anglo-saxonnes et québécoises, apporte un cadre intéressant. La gestion de classe est définie comme représentant, je cite, « l'ensemble des actes réfléchis et séquentiels que pose un enseignant pour produire des apprentissages ». Donc cette habileté à gérer des situations d'enseignement-apprentissage en salle de classe est la conséquence directe d'un bon système de planification qui se traduit dans une organisation consciente des réalités de l'action. C'est une définition de Nolte, 1998, page 15. L'auteur distingue 2 phases. La première, qu'elle appelle proactive, qui représente la tâche préparatoire à l'enseignement, et la seconde, active-interactive, qui consiste à contrôler durant l'action et à prendre les décisions rapidement en cours d'action. Soja, en 2004, précise que le cadre instauré dans leur classe par les enseignants débutants présente les mêmes caractéristiques selon l'espace géographique ou le domaine disciplinaire enseigné. Les objectifs privilégiés et communs à tous sont la cohésion du groupe et la cohérence des apprentissages des élèves. Voir Amig, Faïta et Soja en 2004. Les obstacles analogues quant à la gestion de classe engendrent des stratégies quasiment identiques. Les enseignants débutants qui ont des difficultés quant à la conduite de classe, en général, surcompensent
par des ressources intermédiaires qui permettent tout de même l'apprentissage des élèves et l'apprentissage de leur métier. Par exemple, ils vont gérer de manière répétitive les entrées, les sorties de classe, les prises de parole, les déplacements, de manière à se sentir en sécurité. Faire de la discipline, ça semble être une constante qui surcompense le fait de pouvoir se sentir débordé. L'analyse de l'activité des enseignants débutants peut s'effectuer grâce à l'instruction au SOSI ou à la méthode de co-analyse du travail en référence aux travaux de Clos 1999, mais aussi l'auto-confrontation croisée, donc Feita Vieira 2003, grâce aux réactions qui sont provoquées par le visionnement du film réalisé dans leur classe. Deuxième partie, voyons les conséquences possibles dans la classe pour une première étape de gestion de classe, particulièrement en maternelle, mais les items sont valables pour l'élémentaire. Tout d'abord, vous avez entendu que je vous ai dit que d'après les recherches scientifiques, c'était l'organisation du temps et de l'espace qui était important, et donc c'est ce qui va en général différencier les classes à ce niveau-là. Donc la différence qui existe également entre les deux, c'est que l'organisation de l'espace se fait en dehors de la présence des élèves, donc en amont, et puis la gestion du temps se fait en leur présence. Nous allons voir comment les deux sont intriqués. Ceci étant, je vais commencer par la gestion de l'espace. Donc premièrement, gestion de l'espace. Elle concerne principalement le plan de classe à réaliser en tout premier lieu. Donc je vous conseille de faire un plan de la classe dans laquelle vous êtes et vous restez un certain temps, donc sur papier de manière concrète. Ça va rendre difficile le passage du papier à la réalité, mais c'est un premier pas. Le coin regroupement maternel, il doit être pensé, votre position au coin regroupement, la manière dont les enfants vont être assis, installés sur des bancs ou pas, avec suffisamment de place pour qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. La forme que vous allez lui donner, donc souvent rectangulaire, mais il faut que vous puissiez voir l'ensemble des élèves. Je vous conseille également de mettre sur votre plan tout ce qui ne peut pas bouger. Donc les portes, les fenêtres, les grosses armoires indéplaçables, le lavabo, des choses comme ça. Vous pouvez prévoir les tables, où vous les mettez, les petits espaces dédiés. Donc en maternelle, ce sera les coins jeux, le coin peinture, mais ça peut être le coin bibliothèque ou un petit coin sciences, etc. Comment vous allez organiser le matériel? C'est-à-dire mettre du matériel proche de là où vont travailler les enfants. Si vous faites par exemple un atelier dessin en maternelle, il faut que le matériel de dessin ne soit pas à l'autre bout de la classe. Si vous faites un coin bibliothèque, peut-être qu'il y aura besoin d'un ordinateur pas trop loin. En fait, on va agencer les petits espaces les uns par rapport aux autres parce que souvent on a besoin de matériel dans deux espaces différents. Donc la classe, elle doit répondre aux besoins et à l'âge des élèves et puis elle évolue aussi avec eux. Les espaces sont réfléchis, il y a des objectifs aussi d'apprentissage par exemple dans les coins jeux en maternelle et puis bien réfléchir les déplacements pour que les enfants puissent bouger, se déplacer sans faire tomber des cartables, faire tomber des sacs, faire tomber du matériel. L'hygiène et la sécurité physique et affective doivent toujours être assurées. L'aération, faire attention à ne pas se cogner sur des meubles, des objets qui peuvent blesser les enfants. Nous, on y pense en tant qu'adultes, mais il faut y penser pour les enfants parce qu'ils sont plus petits de taille et ils vont se blesser ou se cogner là où nous, on ne se blesserait pas. Bon, ils sont tout près du sol par rapport à nous. Deuxièmement, la gestion du temps. Donc ça commence par l'élaboration de l'emploi du temps qui est obligatoire, qui doit être affiché. Donc en maternelle, il n'y a pas de minutage au niveau des domaines, mais par contre, c'est à respecter en cycle 2 et cycle 3. Tous les domaines, toutes les matières apparaissent dans la semaine et donc on doit respecter les intitulés qui sont utilisés dans les programmes. Les temps sociaux font aussi partie de l'emploi du temps, donc en maternelle avec le passage aux toilettes, l'habillage, le déshabillage. Ils sont organisés dans le temps et ce sont des temps d'apprentissage, il faut y faire attention. L'accueil qui se fait 10 minutes avant l'heure de début de classe et la responsabilité de l'enseignant jusqu'à l'heure de fin des cours, voire jusqu'à temps que l'enseignant remette les élèves aux personnes responsables. Donc le temps d'accueil, c'est un temps de transition famille-école. Il ne peut pas durer en maternelle 30 minutes, sauf cas particulier. Donc il faut mettre en place une relation privilégiée avec les parents, des activités de soutien, bref, commencer l'école dès ce moment-là.
Donc la récréation qui va être indiquée sur l'emploi du temps, 2 fois 30 minutes par jour en maternelle, 2 fois 15 minutes par jour en élémentaire, et donc à surveiller attentivement, seul ou à deux dans certaines écoles. Quelquefois, tous les collègues surveillent toutes les récréations. Le plus souvent, c'est un enseignant qui surveille une récréation à tour de rôle. Il y a de nombreuses chutes en maternelle, donc il y a beaucoup de travail de ce côté-là au niveau de la surveillance de récréation. On fait également attention aux arbres toxiques, comme les ifs, les épineux, le bac à sable, il faut vérifier l'hygiène, les jeux dans les cours qui sont à surveiller parce que ils subissent l'assaut du vent, de la pluie, etc. Et puis signaler au directeur toute dégradation, lui-même va le signaler à la mairie. La récréation, c'est un moment où les enfants vont aussi venir vous parler, donc c'est une attention accordée, et cette attention que vous allez accorder aux enfants, elle va avoir des conséquences sur la gestion dans la classe avec les élèves. Vous avez également par exemple le goûter, ou qu'on appelle aussi la collation. Ça, vous pouvez l'adapter aussi aux dispositions qui sont prises dans chaque académie ou chaque circonscription, puisqu'on sait qu'il y a une lutte contre l'obésité, mais il y a aussi une éducation au goût, à l'alimentation, à la culture. Ne pas interdire de boire aux enfants, puisqu'on a besoin de boire. Le fait de goûter, ça peut être l'occasion de goûter des produits qu'on n'a pas l'habitude de goûter, des fruits, mais aussi des confitures différentes, etc. J'insiste sur le fait de boire parce que boire c'est essentiel, plus que manger, et les enfants en ont besoin énormément. Quand ils réclament à boire, il faut l'instituer en fait dans la classe, donc y penser au niveau de l'emploi du temps. Ça permet de ne pas avoir l'impression de perdre du temps, mais bien de l'organiser. Et ça aussi, ça fait partie de la gestion de classe. La sieste en maternelle, en général, elle est surveillée par une ATSEM, mais elle peut être surveillée par un professeur des écoles. Respect des cycles de sommeil, c'est rappelé dans les nouveaux rythmes de 2013, qui visent à prendre en compte les besoins physiologiques de l'enfant. Les besoins sont variables, on évite de faire un temps de sommeil qui serait plutôt militarisé, c'est-à-dire tout le monde se couche à la même heure, tout le monde se lève à la même heure. Même si on a besoin d'organisation, on peut avoir un temps de sieste juste après la cantine et puis un réveil échelonné. C'est tout à fait possible à organiser. Donc on sait qu'un enfant de 2 ans, il a besoin de 13-14 heures de sommeil en tout, et puis un enfant de 3 à 5 ans, il a besoin de 12 heures. Donc jusqu'à l'âge de 4 ans, la majorité des enfants ont besoin d'un temps de sommeil dès la fin du déjeuner, qui peut durer 1h30 à 2 heures, donc ça correspond à un cycle de sommeil, et ça permet à l'enfant de se sentir reposé et puis de pouvoir entrer à nouveau dans des apprentissages. Donc le respect de ses besoins, ça assure un équilibre et donc ça leur permet d'être disponibles pour apprendre des choses nouvelles. Bien entendu, ça se travaille avec les parents parce que quelquefois, surtout en moyenne section, mais ça peut arriver en petite section, vous aurez des enfants qui ne vont plus dormir à la sieste. Mais si on supprime complètement la sieste, ils somnolent un petit peu en cours. Donc quand ils sont dans l'entre-deux, il vaut mieux par exemple programmer de faire la sieste le lundi et le jeudi, mais pas le mardi et le vendredi. Voilà, on peut aménager, on n'est pas obligé de passer du tout à rien. De même, moi ça m'est arrivé qu'un élève dans une classe de grande section ait besoin de faire la sieste et dorme beaucoup. Il n'y a pas de raison de dire il est en grande section, il ne fait plus la sieste. On s'adapte aux enfants, il y a des petits qui ne dorment pas beaucoup, on ne va pas les forcer non plus à dormir. Donc l'organisation de la sieste, elle doit pouvoir se faire avec beaucoup de souplesse, et elle est nécessaire à la prise en compte des besoins des enfants qui de toute façon ne sont pas les mêmes et évoluent entre 2 et 5 ans. Donc on considère que c'est la sieste des élèves de 2 à 3 ans qui prime, mais bien entendu, elle peut s'organiser pour quelques moyens et quelques grands, et surtout elle évolue dans le temps. Vous pouvez aussi prévoir un endroit calme avec des activités d'écoute, de lecture pour des élèves de grande section qui ne vont pas aller à la sieste mais qui ont besoin d'un petit temps de repos. Il y a aussi le fait de réveiller doucement un enfant, donc ça se programme également. Réveiller doucement un enfant si son sommeil se prolonge de trop dans l'après-midi pour ne pas compromettre le sommeil du soir. En fait, ce qui est recommandé également, c'est qu'un enfant qui ne dort pas au bout de 20 minutes, il doit pouvoir se lever tout en pouvant bénéficier d'un temps de repos, mais qui ne serait pas la sieste. Les parents vont vous dire également ce que l'enfant ressent et comment se passe l'organisation, parce que là, les 2 temps de sommeil, que ce soit la sieste ou le temps de nuit, ils sont très interdépendants. Donc c'est normal de dialoguer
avec les parents de manière à savoir ce que chacun peut faire de son côté. Alors bien penser aussi au doudou, même si le doudou est culturel, certains enfants n'en ont pas, mais la majorité en ont. Une petite musique pour s'endormir, des chants, etc. Et puis bien penser les activités lors du réveil, en petits groupes, activités de langage. On utilise toujours le même lit pour des raisons sécuritaires et hygiéniques, mais du coup, on peut organiser le dortoir, pas forcément avec des lits alignés. Troisième point, l'organisation matérielle. Donc là, très important pour votre gestion de classe de bien prévoir le matériel. Par exemple, au coin peinture, de quoi on a besoin, des feuilles, des pots, des pinceaux. On n'est pas obligé de les installer. On peut laisser les enfants les installer, mais il faut quand même avoir pensé à mettre le matériel. Au coin regroupement, pour les ateliers, vous pouvez prévoir un tableau avec des petites cases, des petites étiquettes, avec du scratch. Bien aussi penser à vos relations avec l'ATSEM, puisque c'est l'ATSEM qui va préparer le matériel, donc il faut anticiper un petit peu, c'est difficile quand on débute. Quatrième point, les activités. Donc les activités, bien les préparer au départ sur des fiches, il n'y a pas trop le choix parce qu'il faut bien les penser pour que ça se déroule le mieux possible. Donc vous allez y passer un petit peu de temps et puis plus ça va aller, plus vous irez vite et moins vous en ferez. Mais surtout, je conseille à mes étudiants de bien réfléchir à comment on passe d'une leçon à une autre. Parce qu'en général, c'est là qu'on perd la gestion de classe. On est en train de gérer des ateliers en maternelle et il faut que tout le monde aille au coin regroupement. Comment vous allez faire? Comment vous passez de là à là? Donc je vous donnerai des pistes. C'est souvent quand les enfants se déplacent d'un endroit à un autre qu'on perd la gestion de classe. Donc comment on passe de la classe à la récréation, comment on passe de la classe à la salle de jeu, comment on passe d'une leçon de lecture à une leçon de mathématiques au cycle 2 et 3. Donc tous les moments sont des moments d'apprentissage, ça bien y penser. S'habiller, se déshabiller, passer aux toilettes, les coins jeux, ça c'est pour la maternelle. Mais pour les cycles 2 et 3, ça peut être ranger son cartable, débarrasser son cartable, où est-ce qu'on met ses affaires, comment on va parler à l'enseignant, etc. Plein de petits moments sont des moments d'apprentissage. Je vais prendre aussi un exemple fréquent en EPS, où quand on fait des parcours, on met souvent les enfants à la queue leu-leu dans ce parcours. Et donc, il y en a un qui fait le parcours. On attend que le premier enfant ait fini le parcours pour que le deuxième fasse le parcours. Et là, en fait, quand on analyse, eh bien, on se rend compte que les enfants sont plus statiques l'un derrière l'autre qu'à faire le parcours. Donc, la gestion de classe consiste à répartir 2 ou 3 enfants tout au long du parcours de manière à ce que ça puisse tourner et être dans l'activité plus souvent. Faire attention aussi aux photocopies et puis bien peaufiner la présentation de vos cahiers, les petits mots qu'on met dans les cahiers, etc. Tout ça, ça va contribuer à votre gestion de classe. Il faut des règles de vie de classe qu'on élabore avec les enfants et on prévoit d'avance ce qui se passera si un enfant ne fait pas ci ou ne fait pas ça. Donc là, je vous renvoie à une vidéo que je ferai avec plein de petits exemples. Cinquième point, c'est l'attitude du maître, l'attention du maître, la motivation des élèves. Donc, plus les enfants sont petits, plus ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que en maternelle, vous êtes souvent ennuyés quand vous racontez une histoire au coin regroupement. Il y a des élèves qui se lèvent et ils partent. Tout l'art consiste à faire des séances courtes. Et quand ils sont petits, les séances, ça peut descendre à 10 minutes en début de toute petite section. Et puis on augmente progressivement jusqu'à 30 minutes, 45 minutes en grande section et ce sera pareil en élémentaire. Ensuite, on a des séances quand même assez longues. Mais à l'intérieur de votre séance, vous pouvez prévoir des moments de rupture, des moments de changement d'activité parce que si on y réfléchit à l'avance, ça permet aux élèves d'être toujours dans l'action, mais ils écrivent sur un cahier ou ils font une activité et puis vous avez prévu qu'ils se lèvent à un moment donné pour aller faire telle autre activité. Et pourtant, on est toujours dans la même séance. Pour la maternelle, je vous conseille, quand il s'agit de ranger par exemple une activité, d'utiliser soit des chants, des comptines, soit une petite boîte à musique avec une ficelle pour le rangement. Surtout quelque chose que vous devez garder en tête, en maternelle, on ne parle jamais à des petits enfants en étant à plus de 2 mètres. Si vous êtes à plus de 2 mètres, ça ne les concerne pas. Ils estiment que ce n'est pas à eux que vous parlez.
Donc si vous êtes au coin regroupement et que vous tapez dans les mains en disant aux enfants venez me rejoindre sur le tapis, il y a peu de chances que ça se réalise concrètement. Ils ne vous écouteront pas parce que ça ne les concerne pas. Donc c'est à vous de vous déplacer, notamment en chantant en maternelle, mais aussi en élémentaire, d'être proche de vos élèves. Être proche, ça signifie pas être copain, etc., mais on peut être proche et puis être ferme et être bienveillant en même temps. On va montrer en fait aux enfants qu'on veille à leur sécurité. Donc leur sécurité affective, ça c'est très important, leur sécurité psychologique, leur sécurité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les écoute. Quand il y a un enfant qui vient vous parler à la récréation, c'est qu'il a pas voulu dire des choses forcément en classe, mais il a peut-être des choses à vous dire, à vous confier. Il prend un risque en fait, donc lui dire va jouer, on verra plus tard, c'est perdre cet enfant-là quelque part. Mais aussi les défendre, ça c'est très important. Pour moi, c'est la clé de la gestion de classe. Quand un enfant dit à un autre t'es bête ou t'es nul, tout de suite on reprend. Donc ça va être systématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser ça comme si on n'avait pas entendu, rien dire. Donc non, ça ne se dit pas. Tu présentes tes excuses. Il n'y a pas besoin d'y rester très longtemps, mais par contre, on ne laisse pas passer. Et plus vous serez attentif à ces moments-là, plus les élèves seront en sécurité et plus votre classe se déroulera le mieux du monde. Ensuite, on va bien motiver les enfants. Donc par exemple, on apporte quelque chose qui est emballé pour une séance de langage en maternelle et il faut deviner ce qu'il y a dedans. On va construire un cerf-volant. On peut organiser un projet entre des élèves de CM et des élèves de maternelle où les élèves de CM vont préparer des lectures d'albums individuels pour aller ensuite en maternelle et chaque élève de CM lira un album à un élève de maternelle. Donc il y a un enjeu motivant parce que les petits, c'est un grand frère ou un grand qui vient lire une histoire à l'école. Et puis pour les élèves de CM, c'est parfaire la lecture de manière à pouvoir la restituer aux élèves. Donc il y a un enjeu de lecture qui est très important. Vous allez aussi théâtraliser votre classe, votre parole. Quand on s'adresse aux enfants, ils adorent qu'on joue avec notre voix, tout en étant calme, dynamique, en énonçant les consignes de façon claire, de manière courte, en les reformulant. On sait que si on dit une consigne une seule fois, ça va toucher 80% des élèves. Comme on vise le 100% et que malgré tout on aura des difficultés, on va reformuler, faire reformuler par les enfants de manière à ce qu'ils comprennent le mieux possible. En gestion de classe, on pense toujours à donner du sens à l'activité. Pourquoi on fait faire ça? On fait verbaliser les procédures aux élèves pour qu'ils sentent comment cheminer vers la réussite. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est en maternelle, quand on est assis au coin regroupement et qu'un enseignant débutant va lire un album. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un élève qui va intervenir. Vous êtes en train de lire un album et puis il y a un élève qui dit « Moi, je vais aller chez papy mercredi ». Et là, souvent, vous continuez de lire parce que vous ne savez pas quoi faire de cette remarque en fait qui n'a rien à voir avec la lecture de l'album. Et bien entendu, l'enfant va répéter un peu plus fort puisque vous ne l'avez pas écouté. Le conseil que je peux vous donner, c'est de dire « Oui, je t'ai entendu, tu vas m'en parler à la récréation ». Et vous continuez de lire l'album. Bien entendu, à la récréation, il faudra aller parler à cet enfant-là du fait qu'il va aller chez papy, etc. C'est-à-dire qu'on reporte à plus tard. Mais on le dit, on le formule rapidement, mais on le formule de manière à ce que l'enfant puisse se reconcentrer dans l'activité de lecture. En élémentaire, ça va plutôt être « maître ou maîtresse, j'ai fini ». Ça, c'est une phrase que vous allez entendre tout le temps. Ça vous perturbe parce qu'on aimerait bien que tout le monde commence et tout le monde termine en même temps, mais ça, c'est pas possible, c'est une illusion. Donc, maître ou maîtresse, j'ai fini, vous allez l'entendre tout le temps. Ce qu'il faut faire, c'est bien organiser justement le moment où, avec la séance, on a donné des exercices, ils vont finir avant. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, si on l'organise, si on le formule, si on met une affiche avec... tu peux prendre un plan de travail, tu peux aller à la bibliothèque, tu termines de recopier ta poésie, etc. Si on l'a formulé, expliqué aux enfants et ensuite on fait semblant d'eux, on fait pour du beurre,
On va voir ce que vous faites si on a fini une activité. Voilà, on se met en scène. 2 exemples qui peuvent vous aider à réfléchir par rapport à ça. Pour conclure, je dirais qu'une règle essentielle en gestion de classe, c'est d'être juste et bienveillant. C'est-à-dire dire à un enfant s'il se comporte mal, mais aussi féliciter, encourager chacun. Et dès qu'un enfant fait ou dit quelque chose envers un camarade, ne pas laisser passer. Ça, c'est une clé essentielle de la gestion de classe parce que l'adulte est là pour les protéger et les enfants peuvent dire des choses méchantes très rapidement. Donc on ne fait pas comme si on n'avait pas entendu ou penser que c'est pas grave. Tout est grave pour les enfants. Donc on prend du temps par rapport à ça, puis vous verrez qu'après tout se règle naturellement. On prend aussi le temps d'expliquer, d'être attentif à ce que chacun pourrait qualifier des petits riens. Et plus on va être attentif aux enfants, et plus les enfants vont être attentifs à vous. Donc la gestion de classe, ça se construit aussi et surtout dans le relationnel. À bientôt!